Bonjour à toutes et à tous. On va parler de ce sujet qui je tiens à cœur. C'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment. En fait, juste pour contextualiser un petit peu la présentation, il y a un grand enjeu pour les méthodes d'imagerie fonctionnelle dans l'évaluation des patients avec des tumeurs, notamment également les tumeurs ostéo-articulaires, parce qu'il y a une limitation des méthodes d'imagerie classiques qui sont basées sur l'analyse morphologique des lésions pour la caractérisation, pour les suivis post-chirurgical et pour l'évaluation des réponses thérapeutiques. On sait que souvent, c'est des contextes où on a beaucoup de difficultés à interpréter ces lésions et il n'y a pas actuellement des critères clairs établis pour le suivi et pour l'évaluation post-thérapeutique de ce patient. Donc, du coup, là, c'est là où l'intérêt retombe sur l'imagerie fonctionnelle, car ces techniques-là permettraient d'avoir d'autres paramètres qui pourraient être importants pour essayer d'améliorer la performance diagnostique dans ces contextes-là. Par contre, la difficulté, c'est que ces méthodes d'imagerie fonctionnelle, là on va parler aujourd'hui de la perfusion et de la diffusion, sont de difficiles applications pour plusieurs raisons. Ils sont susceptibles à des artefacts, parce qu'il y a des limitations intrinsèques de chaque méthode, parce qu'il y a des difficultés liées au protocole d'acquisition qui sont souvent complexes, et également au post-traitement qui rend l'application clinique de ces techniques difficile, au moins pour le moment. Les objectifs donc, de cette présentation, c'est de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire et quelles sont nos recommandations pour les protocoles d'acquisition et post-traitement de la perfusion et de la diffusion dans l'oncologie ostéo-articulaire et vous donner peut-être quelques conseils pratiques pour l'application clinique de ces techniques. Voilà, donc je commence dans la première moitié de cette présentation par la perfusion. Donc en fait, on sait déjà, en analysant les données de perfusion visuelle et semi-quantitative, il y a pas mal de... C'est la technique qui est la plus étudiée en imagerie ostéo-articulaire dans la littérature. Donc on sait en fait que cette technique-là a une faible valeur pour la caractérisation des lésions, c'est-à-dire pour la différenciation entre les lésions bénignes et malignes. Elle est nettement plus intéressante pour l'évaluation de post-opératoire et éventuellement comme critère additionnel dans la réponse thérapeutique. Et également, d'une façon un peu simpliste, on va dire, parce que ça, on le fait uniquement en regardant les images de perfusion, participer également du bilan pré-biopsie en identifiant des zones, des lésions qui sont dangereuses et des zones potentiellement cibles pour la biopsie. Par contre, cette technique, il y a certaines tumeurs qui ont un paramètre des modèles de perfusion qui est assez connu. Et dans des cas limités, ça peut aider pour la caractérisation et comme un critère additionnel pour suggérer certains types de lésions plutôt que d'autres. Voilà. Alors, le problème avec la perfusion, c'est qu'il y a plusieurs options pour l'acquisition et pour le traitement des images. Déjà, pour choisir les protocoles d'acquisition, c'est pas super simple. Et en fait, la vision que j'ai des choses, c'est que en fait, ces choix-là sont dépendants en fait du type de paramètres de perfusion que vous souhaitez évaluer. Donc en fait, actuellement, on peut diviser les paramètres de perfusion qui sont disponibles en 3 volets. Il y a les paramètres visuels, qui sont les plus accessibles, c'est-à-dire on regarde les images, on regarde l'artère à côté, on voit s'il y a de au vaisseau. Ça, c'est très disponible, facile à utiliser. Par contre, c'est très subjectif. Et donc, du coup, pour établir des critères diagnostiques, ça rend la tâche un peu compliquée. On s'y est intéressé après ça aux paramètres semi-quantitatifs. C'est ceux qui sont extraits des courbes de intensité de signal versus temps. Donc, on regarde l'air sous la courbe, la pente de rehaussement et tout ça. Ces paramètres-là avancent un petit peu dans la caractérisation de la perfusion des tumeurs. Par contre, il y a une difficulté pour la corrélation des données interpatients parce qu'ils sont assez susceptibles aux variations des acquisitions et techniques. C'est pour ça, entre autres, qu'on a commencé à regarder également des paramètres quantitatifs. Cela, assez intéressant parce que nous permettent d'avoir une idée sur la perméabilité capillaire des tumeurs. Et comme il s'agit des estimations de la concentration de gadolinium, ça pourrait avoir aussi à la comparabilité des données interpatients, elle est nettement facilitée par l'utilisation de ces suites de données. Alors, je pense qu'il
vu la complexité de l'acquisition et des outils de post-traitement, on doit séparer paramètres en évaluation visuelle et semi-quantitative d'une évaluation quantitative qui est techniquement plus compliquée. Donc, ce que je vous recommande pour la réalisation de la perfusion semi-quantitative et visuelle, c'est d'utiliser les séquences appelées time resolved ou les séquences qui ont un remplissage partiel de space K. Et l'avantage de ces séquences, c'est qu'elles offrent en fait une bonne compromis entre ce qui est résolution temporelle et de résolution spatiale. Donc, on a des images également qui sont en géographique, qui nous permet en fait d'étudier en des reconstructions en MIP la vascularisation et la présence de néovaisseaux. Et donc, ça facilite beaucoup la tâche pour réaliser une analyse visuelle. Alors, si on regarde le protocole d'acquisition, quand on utilise ce type de séquences, on va pouvoir extraire en fait 3 types d'évaluations, on va dire. Donc, on va avoir des images qui sont en haute résolution pour l'analyse, on va dire, directe, en regardant toutes les phases et l'évolution de rehaussement des structures et le rapport que ces structures ont avec les structures avoisinantes. On va pouvoir, comme c'est les séquences qui ont dans leur protocole d'acquisition une séquence masque, ça va nous permettre de soustraire les images après gadolinium du masque et avoir des reconstructions type angiographiques qui sont assez utiles pour les tumeurs vasculaires et pour la visualisation des néovaisseaux. Et finalement, on va avoir accès aux paramètres semi-quantitatifs avec des outils de post-traitement qui peuvent être plus ou moins compliqués, mais qui sont assez disponibles en clinique avec une construction d'une courbe temps-signal ou signal-temps. Alors, ce qu'il faut se méfier quand on utilise ces paramètres, c'est en fait l'analyse des données. Parce que la comparaison des données, on doit choisir un référentiel qui soit comparable et on doit se méfier des comparaisons interpatients parce que les facteurs techniques de l'acquisition, les types d'antennes, les taux de remplissage d'antennes, les paramètres de séquence qu'on va modifier, ça va avoir un impact sur le signal et donc ces paramètres-là ne sont pas directement comparables. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que si vous comparez des paramètres temporels, vous savez bien que dans le système osteoarticulaire, les tumeurs peuvent apparaître dans la pointe de doigt, dans l'épaule, dans la pointe de l'orteil. Et donc, en fait, le temps brut des paramètres n'est pas comparable entre 2 patients différents. C'est en rapport avec la position anatomique de la tumeur plutôt que ses caractéristiques perfusionnelles. Donc, on doit comparer toujours les paramètres temporels avec une artère locale pour qu'on puisse avoir des données comparables entre des patients différents. Pour l'analyse des données dites d'intensité de signal, la meilleure solution qu'on a avec les paramètres semi-quantitatifs, c'est de travailler avec des ratios, en fait. Pour permettre en fait, de s'affranchir de l'influence de tous ces aspects techniques dont je vous ai parlé. Et en fait, ce qu'on va faire dans cette approche, c'est de mesurer, bien évidemment, la variation des paramètres de perfusion dans la tumeur, mais obtenir également des mesures d'une zone saine, notamment le muscle périlésionnel. Il faut faire attention pour les prendre dans une zone qui est avoisinante, normale, mais équidistante de l'antenne, sans artefact de susceptibilité, etc. Et ça va nous permettre de travailler avec des ratios, ce qui nous permet de comparer des données entre des patients différents. Alors, théoriquement, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des paramètres quantitatifs. C'est une estimation de la concentration de gadolinium et donc c'est direct. Par contre, l'application clinique de ces paramètres, l'obtention de ces paramètres cliniques est loin d'être simple. Ces paramètres-là, ils sont dépendants d'une acquisition, d'une cartographie T1 qui doivent être acquises. Et la raison pour laquelle on doit obtenir une cartographie T1, c'est une raison purement mathématique. En fait, pour pouvoir mathématiquement estimer la concentration de gadolinium, on doit d'abord convertir les signaux de l'acquisition de perfusion en T1, valeur de T1. Ensuite, on va pouvoir convertir la variation des valeurs de T1 en concentration de gadolinium. Et suite à ça, on va rajouter les mesures de la fonction dentaire artérielle pour pouvoir, suite à toute cette procédure, obtenir des paramètres des perfusions à travers d'une modélisation de la courbe des perfusions avec des modèles pharmacocinétiques. Alors,
La question qui se pose également si vous travaillez avec ce genre de paramètres, c'est quel type de séquence on doit utiliser pour obtenir une cartographie T1 dans la pratique clinique. En gros, ce qu'il met en avant dans la littérature, ce qu'on utilise, l'expérience que j'ai, c'est avec deux types d'acquisition. C'est soit du flip angle variable, l'angle de bascule variable, ou le temps d'inversion variable. Chacune de ces séquences a des avantages et des désavantages, mais quand on travaille avec l'angle de bascule variable, c'est pas exactement pareil, parce que c'est la relation entre le signal et la variation de ces paramètres n'est pas la même. Donc, le signal varie de façon linéaire par rapport à l'angle de bascule, mais il varie de façon exponentielle par rapport au temps d'inversion. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut que vous sachiez bien qu'est-ce que vos méthodes de post-traitement prennent en compte pour que vous puissiez utiliser et faire votre carte T1 d'une façon telle qu'elle pourrait être utilisée de façon optimale pour le calcul de vos données. Alors, quand on fait des acquisitions avec une visée uniquement quantitative, ce que je vous recommande de faire, c'est de travailler avec des séquences en gradient d'écho, notamment en FSPGR. Il y a un débat un peu dans la littérature, en interne même, si on utilise du 2D ou du 3D. Je pense qu'ici, le but, c'est d'obtenir des paramètres quantitatifs. Il faut partir sur du 2D, parce que les images en 3D, souvent, on a des effets d'interpolation, zéro filling et tout ça, qui en fait, introduit en biais mathématique au calcul des paramètres de perfusion. Donc, si on veut obtenir des données quantitatives robustes, il faudrait plutôt travailler avec du 2D qui est du 3D. Mais ces séquences-là ont la particularité d'avoir un remplissage complet du space K. Il n'y a pas des calculs mathématiques pour remplir l'espace K, et ce qui nous oblige à faire un compromis plus important entre ce qui est résolution temporelle et spatiale. Et pour les paramètres de perfusion quantitative, comme on travaille avec des entrées artérielles, il faut plutôt, comment est-ce qu'on dit, jouer du côté résolution temporelle plutôt que spatiale. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient quand on utilise ce type de séquence? Alors, des images d'une résolution moindre qui sont visuellement très laides, et après une courbe des temps signal qui peuvent être utilisés de façon similaire pour obtenir des paramètres semi-quantitatifs de la même façon. Par contre, l'étape fondamentale pour le traitement de ces deux types de données, c'est de partir au post-traitement. Et là, c'est fondamental. Et c'est là où vient la difficulté de l'application clinique de cette technique. C'est parce que ces types des outils de post-traitement performants pour l'analyse de ce type de données sont nettement moins disponibles qui est pour le post-traitement des données semi-quantitatives. Alors, ça se passe comment? Ce qu'il faut chercher, c'est un outil qui nous permet de travailler par une analyse voxel par voxel, c'est-à-dire ça va vous construire une carte couleur ou une carte d'échelle des gris avec par voxel de tous les paramètres que vous allez calculer. Il faut faire attention pour que l'outil que vous utilisez prenne bien en compte la cartographie T1 pour les calculs des cartes, c'est-à-dire il va calculer une valeur de T1 par voxel de l'acquisition. Ça, c'est très important parce qu'il y a des outils qui nous permettent de faire des cartographies des paramètres, mais la valeur de T1 est introduite de façon globale. C'est une T1 d'un tissu ou d'une ROI qu'on a placé, et ça rend l'analyse plus difficile. Un point très important sur l'imagerie perfusionnelle quantitative, c'est la fonction d'entrée artérielle. Il y a des outils qui nous permettent d'avoir plus de sécurité dans l'obtention de la fonction d'entrée artérielle, notamment avec la prise en charge, la prise automatique des multiples fonctions d'entrée artérielle qui seront après moyennées pour avoir quelque chose de plus fiable et plus reproductible. Le modèle pharmacocinétique, il est important à considérer parce qu'il faut toujours utiliser les mêmes modèles pour comparer les données. Ce qui est plus utilisé dans la littérature, c'est le modèle de Tufts modifié, mais il y en a plusieurs qui peuvent être utilisés. En outre, des logiciels comme ça, doivent permettre aussi de prendre en compte la réactivité du produit de contraste, pouvoir corriger des mouvements entre les phases d'acquisition. Et donc tout ça, c'est des atouts qui permettent d'avoir des données robustes pour les acquisitions des perfusions quantitatives. Alors, je passe au deuxième volet de la présentation. On change complètement de sujet. Là, on passe sur l'imagerie des diffusions. Là, je vous parle de la diffusion, pas pour l'identification des lésions, mais plutôt pour la perfusion, pour la diffusion quantitative. On va essayer de mesurer des valeurs de diffusion, l'ADC, normalement. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une relation entre le mouvement de molécules d'eau dans un tissu et la cellularité de ce tissu-là. C'est un peu ce qu'on voit
avec la petite image là. Donc, disons que l'eau dans l'espace interstitiel, elle circule dans le verre là sur les feuilles, et que les gouttes d'eau qu'on voit là, c'est des cellules. Donc, quand il y a peu de cellules, il y a plein d'espace vert pour que les petites molécules d'eau puissent se balader. Par contre, quand il y a beaucoup de gouttes, il y a très peu d'espace, et donc ça rend les choses plus difficiles pour les molécules d'eau, et ça amène à une restriction de la diffusion. Alors, tout ça, c'est assez beau, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs de confusion dans cette analyse, et dans la vraie vie, la diffusion n'est pas uniquement influencée par la cellularité. Il y a d'autres facteurs comme le contenu collagénique, les liquides complexes intralésionnels, le contenu graisseux, etc., qui vont avoir une influence sur la diffusibilité des molécules d'eau. Alors, quand on parle de l'acquisition, en clinique, qu'est-ce qu'on utilise actuellement? Ce qui est plus disponible, c'est les séquences en API. Et ces séquences-là ont une petite, on va dire, difficile de temps en temps pour l'imagerie articulaire, parce que, notamment dans les extrémités, elles sont susceptibles à des distorsions anatomiques, des distorsions du champ liées à ces séquences qui sont basées sur des acquisitions en gradient d'écho. Donc, vous voyez, sur une main, sur les extrémités, c'est assez difficile parce que vous voyez la même image sur le même plan de coupe en T2 FATSAT, et on voit la diffusion, et tout est un peu distordu par l'API. Donc, en fait, l'autre débat qu'on doit se poser quand on travaille avec des protocoles de diffusion, c'est la valeur dB. Donc, la valeur dB est bien évidemment liée à l'intensité et à la durée du gradient de diffusion, du gradient qui va sensibiliser la diffusion des molécules d'eau, la visualisation des diffusions des molécules d'eau. Et dans la littérature actuellement, la recommandation basique, c'est de travailler avec 3 valeurs dB minimum. Et là, ce qu'on utilise, nous, pour l'évaluation des lésions osseuses, c'est ces valeurs-là, mais c'est un peu variable en fonction des machines. Ce que je vous recommande surtout, c'est de ne pas utiliser les zéros pour essayer un peu de s'affranchir le composant perfusionnel de la diffusion. Voilà. Après, il y a d'autres techniques encore plus poussées qui exigent en fait l'acquisition des multiples valeurs dB. Et par multiples, je veux la dire entre 10 et 15. Et ça il y a beaucoup de potentiel dans la sensibilisation et de l'augmentation de la performance de la diffusion. Mais pour l'instant, de notre côté au moins, elles sont encore en phase des tests. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Alors, ça, c'est peut-être du côté diffusion la diapositive la plus importante de ma présentation. Le problème, c'est que, à notre avis, pour l'application de la diffusion en oncologie articulaire, cette technique n'est pas applicable à toutes les lésions. Donc, il faut vraiment faire une sélection de quelles sont les lésions qui sont éligibles à une analyse des valeurs d'ADC. Et donc, à notre avis, cette analyse ne se prête pas pour l'évaluation des lésions graisseuses, des lésions vasculaires, des lésions avec des caractéristiques myxoïdes franches. Et en plus, ça doit être utilisé uniquement sur les lésions qui sont hyper intenses en T2 par rapport aux muscles avoisinants. Et ceci, je vous montre ces petits tableaux en box plot là. C'est en fait là, il y a les lésions malignes. C'est la distribution des valeurs d'ADC des lésions malignes, qui est assez différente de l'ensemble des lésions bénignes. Mais quand on compare uniquement avec les lésions bénignes hypo-intenses en T2, on va voir que les valeurs sont nettement superposées. Il n'y a aucune différence entre les valeurs d'ADC des lésions hypo-intenses en T2 et des lésions malignes. Donc, ce n'est pas la peine d'aller placer des ROI et mesurer les ADC sur ce genre de lésions. Voilà. Alors, une autre chose intéressante, c'est que les tumeurs osseo-articulaires sont souvent très hétérogènes. Et donc, en fait, l'aspect morphologique de la tumeur doivent changer, ils doivent avoir un impact sur le post-traitement des séquences de diffusion. Donc, le but, c'est d'avoir une bonne corrélation des cartes d'ADC ou de séquences de diffusion avec l'imagerie morphologique. La séquence qui se prête le mieux pour ça, qui fait partie de notre bilan conventionnel, c'est le T1GADO-FATSAT, parce que là, on va pouvoir bien identifier des zones des nécroses et bien identifier quelles sont les zones charnues et rehaussées de la tumeur pour qu'on puisse faire notre évaluation là-dessus. Alors, le placement de l'ROI, c'est quelque chose aussi de très important. Il y a une corrélation directe entre le placement de l'ROI, la performance de la technique de diffusion. Et donc, et comme je vous disais tout à l'heure, l'ROI doivent être placés en fonction de l'aspect morphologique de la lésion. Donc, en gros, ce que je vous recommande pour les lésions qui sont homogènes sur les séquences T1-GADO, c'est de placer une ROI la plus large possible dans la lésion.
Donc vous choisissez la coupe qui montre la partie la plus grande de la lésion, la partie la plus large, et vous placez la ROI la plus large possible. Et dans notre série, ça a amélioré un peu la performance diagnostique de la technique. Et ce qui change par rapport à les lésions qui sont fondamentalement hétérogènes, ça ne sert à rien de placer une grosse ROI sur cette lésion-là, parce qu'elle va avoir une chute de la performance diagnostique. Et dans ces cas-là, ce qu'on doit faire, c'est d'aller regarder bien les séquences morphologiques et aller placer notre ROI sous la partie charnue de la lésion. Bien évidemment, la ROI la plus grande qui vous pouvez placer, mais dans la partie charnue de la lésion. Un autre truc intéressant, c'est que c'est déjà assez bien établi dans la littérature que la taille de l'ROI a une influence sur la performance diagnostique. Donc, ça se passe un peu comme ça à notre vie. Une ROI très grande, elle a beaucoup de sensibilité pour identifier les lésions malignes, mais très peu de spécificité. Au fur et à mesure qu'on réduit la taille de l'ROI, on va augmenter les spécificités au prix d'une sensibilité. Du coup, pour nous, le meilleur compromis, c'était en fait placer les ROI manuellement sur une zone, la partie charnue de la tumeur. Parce que quand on a fait une analyse de l'ADC voxel par voxel, la spécificité, elle était assez bonne, mais la chute de la sensibilité, elle était non acceptable. Voilà, c'est un peu comment on voit les choses. Voilà. Donc, ce que je vous recommande assez fortement, c'est également, pareillement que la diffusion, de travailler sur des ratios d'ADC, des ratios tumeur tissu sain, parce que ça va nous permettre de pouvoir comparer des données dans des protocoles qui sont différents, parce que vous savez qu'on en change voilà, l'antenne, qu'on en change notamment les protocoles d'acquisition, qu'on en change des machines, ça va avoir un impact sur les valeurs d'ADC. Et donc, pour essayer de s'affranchir de ces genres d'erreurs, ce que je vous recommande de faire, c'est de travailler sur des ratios. Donc, mesurez bien l'ADC de la tumeur, comme je vous ai... comme la façon dont je vous ai montré, mais mettez également une ROI de taille conséquente sur les muscles à côté. Voilà. Alors, je passe rapidement sur, indépendamment de tous ces soins pour bien post-traiter l'image, pour faire une acquisition optimale, il y a des faux positifs, c'est-à-dire des lésions qui ont un ADC très bas et qui sont bénignes, malgré tout ce qu'on a pu faire pour essayer de sensibiliser la technique. Et il s'agit des TCG, des tumeurs, des synovites vilonulaires pigmentées, des schwannomes, des kystes épidermoïdes. Et ces lésions-là, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est de savoir les reconnaître et si vous avez des lésions qui ressemblent à ça en imagerie morphologique, il faut se méfier de l'interprétation des valeurs d'ADC. Voilà. Donc, alors, pour l'impact clinique de la technique, le problème actuel, c'est qu'elle n'est pas applicable pour toutes les lésions. Et dans notre expérience, elle est applicable à un peu moins de 50% de lésions. Alors, je voulais mettre ça en contexte parce que quand il y a une lésion graisseuse, une lésion clairement vasculaire ou une lésion franchement hypointense en T2, la gamme diagnostique possible réduit assez significativement. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que peut-être que l'ADC, il va jouer justement là où on a besoin. Parce que c'est des lésions hyper T2, sérieuses, et on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est pour ça que je trouve que cette technique, elle a encore sa place peut-être dans la caractérisation des lésions. Et le résultat de nos travaux montre un peu comme ça. Si on a une lésion hyper intense qui est non vasculaire et non graisseuse, on regarde les ratios d'ADC. Et si on a un ratio inférieur à 1,9, on va voir des lésions qui sont plus de 95% malignes. Si on a un ADC un ratio d'ADC qui est supérieur à 1,3, ces lésions, elles vont être quasi complètement bénignes. Et dans ce contexte-là, ça peut vous aider à peut-être avoir un élément supplémentaire dans la prise en charge de vos patients. Par contre, quand c'est entre les deux, je suis désolé, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, en conclusion, je voulais vous dire que l'application clinique des séquences de perfusion et diffusion est possible. Ces techniques sont disponibles. On a maintenant des outils qui sont très performants et qui sont disponibles pour l'application clinique. Il faut qu'on travaille maintenant dans la détermination des critères diagnostiques, là, plutôt du côté de la recherche, qui sont généralisables. On commence, il y a beaucoup d'efforts de plusieurs équipes là-dessus, mais il faut en avoir plus. Et il faut en fait optimiser les protocoles d'acquisition et travailler bien évidemment avec un outil de post-traitement qui soit adéquat. Du côté perfusion,
Je vous dis ça parce que la perfusion semi-quantitative, c'est ce qui est plus accessible, on va dire. Faites vraiment attention en comparaison des données. C'est l'étape cruciale. De temps en temps, on fait des révisions d'articles et ils ont fait un beau travail, mais finalement, ils ont comparé les données tout à tort. Et donc, voilà. Et les diffusions, c'est la chose à faire, c'est les indications. Ce n'est pas applicable pour toutes les lésions. Il faut travailler sur des sous-types de lésions spécifiques. Et cette technique-là, à notre avis, se prête plutôt pour l'évaluation des lésions solides et hyper intenses en T2. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.